Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne parlementaire pour cette 27e journée du livre politique qui se tient ce samedi ici à l'Assemblée nationale. Nous vous retrouvons dans cette salle des fêtes pour la cérémonie de remise des prix. Elle aura lieu dans quelques instants. Elle sera animée par la journaliste de la chaîne parlementaire Valérie Brochard. Deux prix vont être remis, le prix des députés et le prix du livre politique. J'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés le président du jury du livre politique, Frédéric Mitterrand. Bonjour. Bonjour. Ancien ministre, essayiste, écrivain. Alors, une question, qu'est-ce qu'un bon livre politique? C'est un livre qui parle de l'état de la société et des questions qui la traversent. Et il se trouve que la société française d'aujourd'hui est une société où il y a beaucoup d'interrogations, des tensions, des dangers, des risques et des incertitudes, avec évidemment, dans une grande partie de l'opinion, voire même dans la majorité de l'opinion, de grandes inquiétudes. Donc un livre politique, c'est un livre qui analyse tout cela, qui en rend compte, qui analyse et qui propose des pistes de réflexion. Et est-ce que ça intéresse les Français, ces livres politiques, d'après vous? Je suis sûr que ça intéresse les Français, oui. Je suis sûr que les gens qui se posent des questions et qui s'interrogent sur le devenir de notre pays et de sa société sont forcément très intéressés. Regardez les applaudissements, regardez cette salle complète qui est prise d'assaut. Il y a eu beaucoup de demandes. Oui, bien sûr que ça intéresse les Français, bien sûr. Je vous remercie, Frédéric Mitterrand, puisque vous êtes appelé à la tribune, puisque la cérémonie de remise de prix va commencer dans quelques instants. Voilà, vous voyez la salle, puisque cette cérémonie est ouverte au public. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ce matin à l'Assemblée nationale en ce beau jour pour venir parler de littérature en politique. Je vous propose d'accueillir un autre invité. Il va s'exprimer au long de la journée. C'est Brice Teinturier, le directeur délégué général d'Ipsos. Après une année 2017 très politique, est-ce qu'en 2018, ça intéresse la politique ? Alors on a 72% de Français qui nous disent s'intéresser à la politique, mais 22% seulement s'y intéresser beaucoup. C'est un chiffre assez cohérent avec ce qu'on observe sur d'autres indicateurs. Par exemple, le nombre de Français qui lisent régulièrement des livres politiques aujourd'hui en France est 24%. Donc on voit qu'on a malgré tout une lassitude à l'égard de la politique sur la longue période, mais entre un quart et un tiers des Français qui s'y intéressent encore de manière assez intense. Merci beaucoup, Brice Teinturier, d'avoir été à notre micro. Écoutez, Valérie Brochard, journaliste de la chaîne parlementaire, qui commande cette cérémonie de remise des prix. On va évidemment mettre fin à ce suspense et je vous propose de commencer par le prix des députés. Alors vous les voyez, ils sont en train de rejoindre la scène. Le jury du prix du livre des députés, exclusivement composé, comme son nom l'indique, de députés de toute sensibilité politique. Toutes les régions sont quasiment représentées. Alors 3 livres ont particulièrement retenu l'attention des jurés. Macron, un président philosophe, écrit par Brice Couturier, Fille de révolutionnaire de Laurence Debré, et Angela Merkel, l'ovni politique de Marion Van Rentergem. Alors pour nous parler du premier ouvrage, j'invite à me rejoindre Florian Bachelier, député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, pour présenter Macron, un président philosophe. Je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup. La présidente m'a dit que j'avais 25 minutes pour... Bon. Je voulais profiter de l'instant, par ailleurs, pour remercier justement Madame Perrault, la présidente du jury, et vous demander de bien vouloir l'applaudir pour l'ensemble de son œuvre. Merci pour elle. Juste quelques minutes, m'a-t-on dit, j'ai griffonné ce que m'inspirait l'excellent livre de Brice Couturier. On m'a donné 2 minutes, j'étais dans le train de Rennes à Paris, qui est arrivé à l'heure. Et il faut toujours citer les grands auteurs, surtout quand ils citent les grands auteurs. Et donc je trouvais que la synthèse que réalisait Brice Couturier à l'entrée dans l'Incipit était parfaite. Elle résume parfaitement l'état d'esprit du livre dont je veux vous parler. Donc je cite: l'élection d'Emmanuel Macron ne constitue pas une péripétie électorale, c'est un événement de dimension historique. Pour en comprendre les causes et la portée, il faut le considérer à l'entrecroisement de la nécessité et de l'accident. Vous aurez bien entendu noté la référence à Raymond Aron. Quelques mots donc pour vous dire ce de quoi parle ce livre. Ça parle non pas du cheminement d'un individu, mais en réalité de l'esprit français.
des courants de pensée qui traversent et qui ont traversé la France et l'Europe, des constructions intellectuelles qui sont au service de la liberté et de l'action. Et au fond, ça vient synthétiser le syncrétisme de la pensée d'Emmanuel Macron. Et donc ça ne vient pas parler juste d'un individu et d'un événement qui s'est passé par hasard, ça vient justement expliquer pourquoi ça n'est pas un hasard et pourquoi, au moment où la société française était en voie de repliement, de rétrécissement, ce moment est arrivé. Et ça vient aussi contrebalancer les nombreux commentaires que nous avions pu lire à l'époque, il y a 2 ans et 1 jour, sur l'absence de corpus idéologique, sur l'absence de programme, enfin tout ce que vous aviez entendu. On y croise dans ce livre évidemment les Lumières, on y croise Hegel, on y croise Ricoeur, on y croise Schumpeter bien évidemment, on y croise Amartya Sen, on y croise Lecce, Jean-Pierre Chevènement, on y croise Marcel Gauchet, on y croise Rosselli, on y croise Carl Schmitt. On croise beaucoup de ceux aussi qui ont fait que cette construction s'est bâtie au fil du temps. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Au fond, ce livre nous parle non pas d'Emmanuel Macron, mais nous parle de l'histoire, du sens de la temporalité de l'action publique. Ça parle des Français et au fond, ça parle de la France. Je vous remercie. Merci à vous Florian Bachelier. Alors on passe maintenant au deuxième ouvrage sélectionné par le jury. C'est la députée Les Républicains du Jura, Marie-Christine Dalloz, qui nous rejoint. Alors plutôt spécialiste du budget, hein, vous avez l'habitude de lire des livres de contes, mais aujourd'hui vous allez nous présenter l'ouvrage de Laurence Debré. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors son ouvrage à Laurence, c'est Fille de révolutionnaire. Tout d'abord, c'est l'histoire d'un couple. Ses parents, ça pourrait paraître banal comme cela. Donc, Elisabeth Burgos et Régis Debray, mais avec une toile de fond qui là, est totalement différente et originale. C'est bien sûr la Bolivie, c'est Cuba, c'est des personnages tels que Fidel Castro, le Che. On a vraiment le sentiment parfois de vivre au sein de cette intimité. Cette toile de fond, c'est bien sûr la révolution cubaine et c'est à la fois une lecture historique mais aussi familiale et c'est cela l'intérêt de cet ouvrage. Les geôles cubaines et les conditions de détention de Régis Debray. Ensuite, c'est bien sûr votre histoire, cette histoire d'enfant de Laurence dans un univers familial et quel univers. Au gré des rencontres d'intellectuels nationaux, mais aussi internationaux, cette culture, cette ouverture au monde l'a construite. Mais derrière cette construction, il y a aussi la petite fille, avec ses attentes, avec ses doutes, avec parfois ses déceptions. Confrontée adolescente au regard des autres, et vous savez à quel point le regard des adolescents peut être dur, au jugement, c'est aussi cette difficulté à assumer cette histoire qui est en partie la sienne, mais qu'elle n'avait pas choisie à l'origine. Et puis, il y a une grand-mère dans cette histoire, dans cet ouvrage. Et la grand-mère, c'est aussi un autre univers. C'est ces soirées avec sa grand-mère à l'opéra, c'est l'admiration de sa grand-mère pour Charles de Gaulle, c'est tout ça. Et puis, enfin, dans cet ouvrage, c'est l'Espagne. L'Espagne avec l'affirmation de Laurence Debré, qui devient adulte. C'est son regard sur Juan Carlos, cette admiration personnelle qu'elle lui porte, parce que dans le courant de ses échanges avec lui, il a su à la fois faire œuvre d'authenticité et de vérité. Cet ouvrage nous emmène en fait d'une révolution à un monarque, vous l'avez bien compris, c'est assez original. Il nous entraîne dans le sillage de 3 femmes, et je ne sais pas si c'est parce que je suis femme que j'ai été sensible, mais non, les messieurs ont aussi apprécié l'ouvrage. Donc la lecture de la vie de ces 3 femmes, donc la grand-mère, la mère et la fille. 3 générations, 3 époques différentes, 3 personnalités différentes. Vous l'aurez compris, cet ouvrage, il est dense,
mais en même temps il est subtil, il est adapté au reflet d'une époque, c'est le reflet d'une époque. Et en même temps, mêlé à ce reflet de l'époque, c'est l'histoire d'une famille et c'est l'arrivée à l'âge adulte. Touchant, sensible et avec une retenue que l'on sent poindre parfois, je trouve cet ouvrage d'une vraiment très grande qualité. Merci Madame Laurence Debré. Merci à vous Marie-Christine Dalloz. Alors, dernier ouvrage finaliste pour le prix des députés, celui de Marion Van Rentergem sur Angela Merkel. C'est Jean-Louis Bourlange, député MoDem des Hauts-de-Seine, ancien député européen qui nous rejoint. Il va nous dire si le mot ovni correspond bien à la chancelière allemande. Merci. Je suis très heureux de... C'est le bal des nominés, hein. C'est les trois nominés que nous présentons. Et je dois dire qu'il y a eu au sein, je crois sans trahir le secret des délibérations, je dois dire qu'il y a eu au sein du jury une très grande convergence à considérer que les 3 livres que nous vous présentons étaient des livres qui méritaient le détour. Et alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi donc ? Pourquoi donc les députés convergent-ils sur ces 3 livres? Quel est le point commun entre ces 3 livres? J'ai compris, c'est le bal des parricides. Vous avez Macron, parricide par excellence, vous avez Laurence Debré, qui fait un parricide organisé, sympathique mais organisé, et dans le livre de Marion Van Rentergem, on voit bien que le point central, c'est le meurtre de Kohl par Madame Merkel, qui est décrit de façon absolument convaincante. Et on voit bien que dans une société politique portée au renouvellement générationnel, eh bien, il était assez normal que le jury se focalise sur ces 3 livres. Et il était assez normal que celui qui, dans cette Assemblée, fait figure de l'une des rares figures de dissociation entre le renouvellement auquel je prétends contribuer et le rajeunissement auquel je ne saurais m'identifier, ce soit moi qui le remarque. Maintenant, pour être plus sérieux, je dois dire que le livre de Marion Van Rentergem, Angela Merkel et l'OVNI politique, est un livre absolument saisissant pour un Français. Parce que nous voyons, à travers la description de cette femme à la fois ordinaire et extraordinaire, cette femme banale et cette femme exceptionnelle à force d'être banale, on voit toute la différence qu'il y a entre la société politique allemande et la société politique française. D'abord, le rapport à la majesté. Nous avons de la Révolution française une conception précise qui a été formalisée par Madame Sans-Gêne dans la célèbre pièce de Victorien Sardou. Maintenant, c'est nous qu'on est les princes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'installe dans des palais comme celui-ci, qu'on s'installe dans les ors de la monarchie et que l'essentiel du combat républicain, c'est de se mettre à la place des monarques. Là, on voit tout le contraire. Une aspiration à la banalité, à la quotidienneté, à la simplicité, aux appartements modestes, à l'absence, comme disait François Mitterrand, des pimpons, l'absence des cortèges, l'absence de garde du corps, c'est peut-être dangereux, j'en sais rien. Mais tout cela montre un rapport au pouvoir qui est totalement étranger au nôtre et, très franchement, qui paraît légèrement plus adapté au temps moderne que le nôtre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le rapport au discours. Nous avons en France le goût du verbe, du beau discours, de la majesté des proclamations. Ce qu'on voit avec Angela Merkel, c'est le contraire. C'est le goût de la politique chuchotée, la politique des conciliabules. Là, on voit bien l'aussi, derrière la chancelière fédérale actuelle, la femme qui a été habituée à n'en dire pas plus, même si elle n'en pensait pas moins, parce qu'elle ne voulait pas que la Stasi en sache trop. Et là, on voit bien cette technique qui consiste en public à ne jamais rien dire d'éclatant, de coruscant,
l'anti-Cyrano de Bergerac, et en privé, on tisse les toiles, on prépare les choses et on arrive à des résultats tout à fait intéressants. La troisième différence, c'est le rapport au réel. Nous avons un rapport révolutionnaire au réel. Nous voulons que ça change. Nous aimons changer. Ou nous aimons en tout cas dire que nous changeons. Les Allemands aiment dire qu'ils ne changent pas, aiment rester fidèles à tout ce qui les a fait, mais discrètement à s'adapter. Nous avons un discours de la transformation immobile, ils ont un discours de l'adaptation ambitieuse. Et ça apparaît très, très clairement. Et donc, je crois que derrière tout cela, il y a bien d'autres différences, je ne les énumérerai pas toutes, mais derrière tout cela, que voit-on ? Eh bien, on voit à travers ce livre très intéressant, qui est un portrait bien davantage qu'une biographie, le portrait de quelqu'un qui est tout près de nous et très différent de nous. Nous voyons quelque chose, un produit tout à fait intéressant sur le plan géopolitique, qui est le triomphe de l'hétéronationalité. C'est-à-dire que nous avons deux nations entièrement différentes, symbolisées par des dirigeants qui sont bâtis sur des modèles culturels complètement opposés, et c'est sans doute cela qui fait la base du couple franco-allemand, qui fait le prix et l'efficacité de leur entente. Car quand des gens aussi dissemblables que des Français et des Allemands, qu'Emmanuel Macron ou Angela Merkel s'entendent, vous pouvez être sûr que tous les autres Européens, dès lors qu'ils sont démocrates, peuvent rentrer dans cette entente. Et de ce point de vue-là, on comprend que ce qui nous sépare de Madame Merkel est aussi ce qui nous rapproche de Madame Merkel, ce qui nous distingue de l'Allemagne est aussi ce qui en fait une nation, un pays frère. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Jean-Louis Bourlanges. Alors, pour remettre ce fameux prix des députés, j'appelle un élu qui connaît très très bien cet événement, puisqu'il y participe depuis une dizaine d'années maintenant. C'est Franck Riester, député et président du groupe UDI Agir et Indépendants, qui va nous annoncer dans quelques instants le nom du gagnant. Je vous prie de bien vouloir vous rapprocher, mais d'abord expliquez-nous un petit peu, racontez-nous les délibérations pour ce prix. Voilà, je vais aller rapidement parce que mes collègues ont été formidables dans la présentation qu'ils ont fait des 3 livres finalistes. C'est vrai que nos délibérations sont toujours des grands moments de bonheur. Vous imaginez parler pendant des déjeuners entiers avec Jean-Louis, Marie-Christine, Florian et les autres des livres que nous avons eu l'occasion de lire. La sélection cette année, c'était environ une 30aine de livres. Nous concentrons sur à peu près une 15aine et nous avons finalisé un choix de 3 livres plus exactement, 3 livres qui nous ont occupé beaucoup lors du dernier déjeuner, des délibérations, et nous étions évidemment convaincus, tous les membres du jury, que ces 3 livres méritaient le prix, mais nous avons dû faire un choix avec Luce, que je remercie aussi, parce que Luce, l'organisatrice de ces journées et de ces différents prix, qui tout en restant évidemment dans le rôle de l'organisatrice, nous éclaire de sa grande expérience, non seulement littéraire, mais politique et journalistique. Et donc nous avons fini par choisir un livre. C'est le livre de Laurence Debré, chez Stock, Fille de révolutionnaire. Venez. Je l'ai dit tout à l'heure lors de la table ronde, et Marie-Christine l'a superbement résumé, c'est un livre extraordinaire, d'abord un livre magnifiquement écrit et qui nous fait voyager dans le temps et nous met à la place d'une fille de révolutionnaire. Bravo et merci pour ce magnifique ouvrage. Bravo. Ah bah c'est ça, vous l'avez. Écoutez, à part un grand merci, je suis très émue, voire même un peu tétanisée. Je voudrais juste vous préciser que, à travers ce livre, j'ai voulu mettre en valeur un engagement. Alors c'est l'engagement d'une famille, mais l'engagement en général, de vous tous ici, de tous les membres du jury ici. C'est l'engagement à faire bouger les lignes de la société, à nous faire voir le monde autrement. Et grâce à vous tous, on peut
la France sera toujours, à mon avis, au sommet, ou qui incarnera au mieux cet engagement. En tout cas, merci. Merci à vous tous, les membres du jury, pour ce prix. Je suis très émue. Bravo et merci beaucoup Laurence Debré. Je rappelle que vous venez donc de remporter le prix des députés pour votre livre Filles de révolutionnaires aux éditions Stock. Alors il est l'heure maintenant de remettre le prix du livre politique. Le jury est cette fois composé de journalistes. Il y en a quelques-uns sur la scène si les autres veulent bien rejoindre l'estrade. Alors des journalistes télé, radio, presse écrite, ils ont discuté, échangé leur point de vue et il y a tout juste une heure, ils se sont mis d'accord. Ils ont dû faire un choix entre 3 ouvrages, tous écrits par des femmes. Le premier, Le grand détournement de Fathia Agag Boudjala. C'est Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, qui va nous en dire un petit mot. Elle se rapproche de moi. C'est à vous. Alors, c'est un livre qui avait tout pour passer sous nos radars. Il est sec, rapide, modeste, mais pas universitaire pour autant. Il ne parle pas d'hommes politiques. Nous, les journalistes politiques, on est passionnés par les hommes politiques. Il ne parle pas de mouvements politiques, les partis ou ce qu'il en reste. Il ne parle pas d'élections. Il ne parle pas d'opinion, ni de la vie dans la cité au sens large. Non, il parle de mots. Ça fait un drôle d'objet. Et en plus, un objet un peu dérangeant pour certains, parce que c'est un livre engagé, polémique, abrasif, et je peux vous dire qu'il a suscité des vrais débats parmi nous. Et pourtant, peut-être pour toutes ces raisons, eh ben, c'est un livre qui a passé nos radars et qu'on a voulu retenir. Pour sa singularité peut-être, mais c'est surtout parce qu'il est fait avec beaucoup d'intelligence et que sa démonstration, qu'on y adhère ou pas, elle apporte quelque chose d'important au débat. L'idée, c'est comment les mots, ou plutôt les valeurs que sont la laïcité, l'antiracisme, l'égalité, le féminisme, ont été relativisés, voire abandonnés par des responsables politiques avant d'être repris et détournés par d'autres politiques que sont des identitaires d'extrême droite, des indigénistes. Comment les néo-féministes, ça c'est son terme, peuvent mener un combat très dur contre le patriarcat occidental, dont la figure serait Harvey Weinstein, et être en même temps complaisante, c'est ce qu'elle dit, pour justifier un patriarcat oriental qui tolère une forme d'oppression de la femme dans notre pays, notre voisine, notre amie, tout ça au nom d'une culture différente. Et c'est ce différentialisme-là contre lequel elle s'insurge et qu'elle démonte mécaniquement, comme si elle ouvrait la machine. Elle mène une enquête, en fait, très clinique, presque sémantique, sur le trajet que font ces mots et l'usage qu'on peut en faire. Alors, qu'on adhère ou pas à sa thèse, elle éclaire ce sujet, elle donne du sens, elle met des mots sur des sujets passionnels, elle met le doigt, et là je cite le président de notre jury, elle met le doigt là où se situe la blessure de la politique. Président de notre jury, Frédéric Mitterrand. Merci beaucoup à Cécile Cornudet. Et deuxième ouvrage en compétition, celui d'un duo, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, pour la communauté. Et c'est Michel Cotta, éditorialiste, qui vient défendre ce livre. Je vous laisse la parole. Dans juste quelques mots sur donc, ce livre retenu en finale. Nous sommes quelques-uns à avoir défendu ce livre pour une raison essentielle, c'est qu'il raconte une histoire. Il la raconte, le livre est sans jugement moral, sans aucun présupposé,
Et repose sur une enquête précise, rigoureuse, qui a été menée pendant des mois dans la ville de Trappes, qui est un peu la quintessence de ce que nous appelons les quartiers difficiles. Et ce livre raconte une histoire. L'histoire de l'immigration en France depuis les années 50, où ce sont les patrons, les patrons de la SNCF, de Renault, de Peugeot, qui ont demandé à des ouvriers de venir du Maroc, d'Algérie, de Tunisie pour faire des tâches que les Français ne voulaient pas faire. Donc c'est une immigration choisie. Et donc ça commence à ce moment-là et ça finit aujourd'hui où on a vu effectivement à Trappes, mais pas seulement, se développer le salafisme, les frères musulmans et la radicalisation. On voit dans ce livre se dérouler comme dans un film, je trouve, toutes les étapes du processus, comment Trappes et tant d'autres communes dans lesquelles le Parti communiste a longtemps dominé et dont les maires communistes ont pris une part active à l'intégration, à l'effort d'intégration de tous ces gens qui arrivaient de l'autre côté de la Méditerranée. On voit comment il y a une période que j'appellerais non pas de tranquillité, mais de progrès par rapport aux bidonvilles qui, il faut se le rappeler, existaient encore en France, à Paris, à côté de Paris, dans les années 60. Et puis on voit le moment où les familles françaises, autour de 1980, françaises entre guillemets, qui habitaient depuis toujours dans ces communes, ont commencé à partir. Abandonnant les bars et les tours, les laissant aux immigrés et leurs familles, les laissant au fond dans un entre-soi et faisant de Trappes un réservoir social. Et puis on voit le phénomène des bandes, annonciatrices de violence, et puis le tournant de l'islamisme avec les disciples du Tabliq, puis avec l'influence des Algériens du groupe islamique armé au début, en 1900, dans les années 2000. Alors on ne peut pas comprendre, il me semble, une grande partie de notre vie politique d'aujourd'hui sans lire avec attention ce livre, très bien écrit et avec au surplus quelques personnages, Anelka, Jamel Debbouze ou Omar Sy, qui viennent de temps en temps donner un éclairage particulier et une lueur d'espérance dans ce récit par moments difficile. Alors je voulais aussi, je crois que c'est en notre nom à tous, remercier Ariane Chemin et Raphaël Baquet, si j'ose dire, pour l'ensemble de leurs œuvres, c'est-à-dire par tout ce qu'elles nous donnent le plaisir de découvrir, pas seulement dans ce livre, mais aussi presque quotidiennement dans le monde. Merci infiniment Michel Cotta. Alors, dernier ouvrage en lice, eh bien, il a été défendu par Marie-Christine Dalloz, il y a quelques instants, c'est Filles de révolutionnaires de Laurence Debré. Alors, le président du jury du livre politique va mettre fin à ce suspense, ancien ministre de la Culture, écrivain, cinéaste. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mitterrand. Tout d'abord, un mot qui a d'ailleurs été prononcé déjà, mais qui mérite de l'être encore, un mot de félicitations et d'encouragement à l'égard de Luce Perrault et de son équipe, qui mènent ce prix d'une manière absolument remarquable dans la chaleur, l'amitié et la compréhension réciproque. 3 livres sont arrivés, finalement en tête. Le Grand Détournement, dont on vient de parler, qui est un livre absolument remarquable, par la vivacité du style, sans doute, mais aussi par la manière dont il pose des questions parfaitement légitimes sur l'état de la société française et dans la mesure où il esquisse des éléments de réponse bien nécessaires. C'est un livre qui suscite débats et controverses, mais levez-vous, orage tant désiré, c'est donc un livre politique. L'autre livre qui a obtenu aussi un grand nombre de voix, c'est La Communauté,
de Raphaël Baquet et Ariane Chemin, dont Michel Cotta a rappelé l'intérêt, la pertinence et le don d'écriture, le talent dans la description d'une situation qu'au fond nous ne connaissons peut-être pas dans cette salle, mais que nous avons l'occasion parfois de côtoyer, voire même de nous y investir. Et puis il y a Fille de révolutionnaire de Laurence Debré, et donc je peux annoncer avec beaucoup de satisfaction aussi que Fille de révolutionnaire de Laurence Debré a donc obtenu le prix du livre politique 2018. Alors, il a été dit avec beaucoup d'intelligence et de talent à quel point ce livre est remarquable. En vérité, il s'agit tout d'abord de notre histoire, de l'histoire de l'utopie tiers-mondiste des années 60, des déchirements, des incertitudes, des déceptions, des désillusions, mais aussi de la puissance persistante de cette utopie. Et puis il y est raconté, bien évidemment, à quel point il est difficile d'être l'enfant d'un personnage politique et d'un personnage politique animé par une foi brûlante. Je dois dire que c'est un thème auquel personnellement j'ai pu être confronté et forcément il y avait aussi une résonance particulière pour le lecteur modeste que j'étais. À ce livre s'ajoutent des qualités littéraires remarquables. C'est un livre magnifiquement écrit. Et par là même, c'est aussi un livre politique, puisqu'il montre ce que la pertinence de la bonne écriture apporte comme éclairage sur la société d'aujourd'hui. Alors plutôt que de faire un discours qui risquerait d'ennuyer tout le monde, je pense que la meilleure chose pour rendre hommage à Laurence Debré, aux éditions Stock aussi, c'est de lire un extrait du livre. Tout opposé, la mère et le fils. Hormis ce caractère entier, cette exigence morale qui les poussait tous deux à se dépasser, cette volonté obsessionnelle et perfectionniste qui leur donnait la force de bouger des montagnes. Ils étaient aussi sincères, désintéressés et passionnés l'un que l'autre, tout comme ils aimaient se faire remarquer, sans jamais l'avouer. La lumière les flattait, la notoriété les rassurait. Mon père redevenait un petit enfant à sa présence. Avec le temps, il réussit à contenir son animosité et mobilisa, avec effort, son indulgence. Mais ses agacements finissaient toujours par affleurer. Elle essayait de lui faire plaisir, maladroitement, en se montrant trop généreuse, trop enchantée de le voir, trop protectrice. Rien n'y faisait. Mon père était vite exaspéré. Il montait ses yeux au ciel, soupirait, bafouillait. Elle reportera sur moi ses élans d'affection à ma plus grande satisfaction. Et mon père ne serait plus au centre de ses attentions, à son plus grand soulagement. Les années de prison n'avaient décidément pas lissé les conflits ni colmaté les blessures. J'en étais le témoin muet et la bénéficiaire. Vous en avez été aussi, chère Laurence Debré, celle qui l'a relatée, de telle manière que cette histoire est également la nôtre. Bravo et merci. Quelle journée. Écoutez, un grand merci. Je suis vraiment émue, notamment par cette lecture
qui donne un relief étonnant à mon livre. Frédéric Mitterrand a mis le ton qui était juste et qui a rendu compréhensible, encore plus sensible mon livre. Donc vraiment un grand merci à vous tous d'être là et aux membres du jury de m'avoir soutenu et approuvé. Bravo encore une fois, Laurence Debré. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous avais annoncé 2 prix, mais il y en a un troisième. Et celui qui va nous en parler, c'est encore une fois Frédéric Mitterrand. Un prix spécial, car hors catégorie, c'est un livre d'entretien. Venez donc nous en dire un mot, s'il vous plaît, monsieur Mitterrand. Alors, le principe du prix spécial, c'est effectivement de couronner un livre qui est un livre d'entretien. Les livres d'entretien échappant plus ou moins à la notion littéraire du prix du livre politique, mais s'inscrivant malgré tout totalement dans la réflexion que l'on peut avoir sur la politique aujourd'hui. À cet égard, le prix spécial du jury du livre politique 2018 a donc été remis à Patrick Stefanini et Carole Barjon pour la déflagration. Dans le secret d'une élection impossible. Mais peut-être qu'il faut donner la parole aux auteurs tout de suite. Peut-être qu'ils dévoileront en quelques mots, quelques éléments du secret d'une élection impossible, dans la mesure où, si elle est impossible, elle reste encore secrète. Eh bien, d'abord, merci beaucoup au jury qui a décidé de couronner un livre d'entretien, alors qu'en général, ils sont exclus de la compétition. Ça s'est passé à un moment où moi-même, je n'étais pas évidemment à cette réunion. Donc, ça a été une vraie surprise et évidemment un grand plaisir. Parce que ça récompense effectivement un travail. Ce livre, Patrick Stefanini vous le dira évidemment mieux que moi dans 2 minutes, mais on a voulu qu'il soit à la fois qu'il mêle à la fois le récit de ce qui s'est passé pendant cette campagne présidentielle et qui a été une déflagration. Je veux parler de l'affaire Fillon et ensuite de son élimination au premier tour. On a voulu que ce soit à la fois un récit, raconter les coulisses d'une campagne, mais aussi que ce soit quelque chose d'analytique, en mêlant le récit et l'analyse sur la situation de la droite aujourd'hui, et pas seulement la situation de la droite, puisqu'on comprend, enfin on a essayé aussi d'expliquer, et Patrick l'explique avec son analyse, son regard, au fond ce qui s'est passé aussi avec cette élection incroyable de 2017. Voilà, je laisse la parole à Patrick Stefanini. Bien, je voudrais tout d'abord remercier Carole Barjon parce que dans l'écriture de ce livre, elle a joué un rôle essentiel. C'est elle qui m'en a suggéré l'idée, c'est elle qui a trouvé le titre et elle a joué un rôle, encore une fois, essentiel dans l'agencement des chapitres, dans l'écriture. Elle m'a poussé dans mes retranchements en m'obligeant à venir sur des sujets que peut-être je n'avais pas envie spontanément d'aborder. Donc merci beaucoup à Carole Barjon, merci aussi bien sûr à mon éditeur Jean-Luc Barré et à l'attachée de presse Marie-Laure de Fretin qui a fait un travail extraordinaire. Alors moi j'ai écrit ce livre sous l'empire d'une nécessité intérieure après la défaite au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 du candidat de la droite et du centre. J'ai écrit ce livre parce que j'avais envie de comprendre comment nous avions pu perdre une élection qui était réputée imperdable, comme on dit, imperdable entre guillemets, 2 mois ou 3 mois plus tôt. Et en même temps, écrire ce livre, c'était un pari parce que je ne suis pas sûr que les défaites passionnent beaucoup les lecteurs.
Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans les premières réactions sur le livre, c'est que tout le monde s'étonnait qu'un directeur de campagne puisse prendre la plume. Alors c'est vrai que j'ai dirigé beaucoup de campagnes dans ma vie de militant politique, et contrairement à ce qu'on a dit, la première que j'ai perdue n'est pas celle de 2017, il m'est arrivé d'en perdre d'autres, mais c'est vrai que c'est la première fois que je prenais la plume pour décrire de l'intérieur le mécano d'une campagne, pour décrire non pas seulement la vie politique, mais ce qu'était une campagne électorale avec ses rebondissements. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est certaines réactions sur le thème « Mon Dieu, que c'est surprenant que le directeur de campagne prenne la parole, ou plutôt prenne la plume », comme si le directeur de campagne était condamné à être le muet du sérail, condamné en quelque sorte à passer son temps à organiser des meetings ou à imprimer des tracts et incapable d'écrire. Voilà, en tout cas, merci au jury qui a distingué par cette mention spéciale ou ce prix spécial ce livre qui décrit une étape décisive de la décomposition de la droite et une étape non moins essentielle de la recomposition de la vie politique de notre pays qui est à l'œuvre et qui, à mon avis, n'est pas achevée. Merci beaucoup. Bravo Carole Barjon et Patrick Stefanini, auteurs de Déflagration aux éditions Robert Laffont. Alors pour conclure cette matinée de la 27e journée du livre politique, j'invite à la tribune, et non pas au perchoir, ça vous changera un petit peu, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Assemblée nationale et dans cette salle de réception qui, je le tiens à le dire, est très souvent utilisée, et je ne sais pas si ce sont les ors de la monarchie ou les ors de la République, mais en tout cas moi je suis très heureux qu'on y tienne des manifestations très diverses. Parfois ça étonne d'ailleurs le type de manifestation qu'on peut y tenir, mais c'est ma conception d'une Assemblée nationale ouverte. Monsieur le ministre, monsieur le président du jury, cher Frédéric Mitterrand, mesdames et messieurs les députés, j'ai vu qu'un certain nombre de collègues étaient présents ce matin après avoir participé à un jury, madame la présidente de Lire la politique, Luce Perrault, que je salue à mon tour, d'autres l'ont dit avant moi, le rôle que vous jouez pour la réussite de cette manifestation qui met à l'honneur les livres et la politique, et sous diverses formes. On vient d'en avoir un petit aperçu, et j'espère que les uns et les autres, vous pourrez passer aussi tout à l'heure voir les auteurs qui sont présents toute cette journée. Je suis très heureux que cette manifestation ait lieu à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est le lieu tout trouvé pour tenir une telle manifestation. D'abord parce que le lien, peut-être pas assez connu d'ailleurs, entre l'Assemblée nationale et les livres est très ancien. Et j'y vois au moins deux façons concrètes de faire vivre ce lien. Il y a d'abord, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la visiter un jour, la bibliothèque de l'Assemblée. La bibliothèque de l'Assemblée que certains d'ailleurs surnomment le trésor de l'Assemblée, en tout cas une partie des livres qui y sont précieusement conservés. Et c'est une vision évidemment peut-être un peu tournée vers le passé, patrimoniale, mais je crois que la manifestation de ce matin, comme les autres précédentes et les futures, montre qu'il y a encore largement de quoi remplir cette bibliothèque, qui ne se limite pas à des livres politiques, bien sûr, mais que des livres liés à la politique, écrits par des politiques, sur la politique. Il y en a de nombreux et qui montrent, avec bien d'autres livres, bien sûr, que le livre résiste plus que jamais, plus de 500 ans après l'invention de l'imprimerie, résiste plus que jamais à toutes les autres techniques qui ne le feront pas disparaître. En tout cas, moi, c'est ma conviction et j'en suis très heureux. Et je suis heureux d'accueillir cette manifestation ici parce que c'est une tradition aussi. Et je le dis très concrètement, mon collègue Jean-Louis Bourlange tout à l'heure a parlé du renouvellement, du rajeunissement, qui est bien réel.
Et comme vous le savez, nous aimons bien l'expression « en même temps », et donc nous voulons conduire des transformations, y compris dans cette Assemblée nationale, et j'y suis très attaché, et en même temps faire vivre et faire perdurer des traditions lorsque ce sont de bonnes traditions, et celle-ci est une bonne tradition. Je disais qu'il y avait une autre façon, un autre lien, une autre façon de voir le lien entre les livres et la politique, et c'est le fait que depuis toujours, avant même, on pourrait dire même que l'Assemblée nationale existe, il y a eu des grands noms, des grands écrivains, et avant même le printemps 1789, Mirabeau, Sieyès, Bailly écrivaient des livres, publiaient des essais, des pamphlets parfois, pour propager des idées politiques, et cela les a amenés à participer après directement à la vie parlementaire. Et cette tradition d'ailleurs a perduré puisque de grands écrivains ont voulu être élus à l'Assemblée nationale, sont engagés en politique, mais certains ont voulu être élus. Ça a été le cas de Lamartine, de Victor Hugo, plus tard, plus près de nous, Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor, qui étaient à la fois des écrivains et des hommes politiques et qui ont réussi à être élus. D'autres, comme Alexandre Dumas, ce n'est peut-être pas très connu, qui lui a eu un très grand succès littéraire encore aujourd'hui, eh bien, a essayé à plusieurs reprises d'être élu à l'Assemblée nationale et il a échoué par 2 fois. Il a été battu aux élections législatives de 1848 et 1849, mais il tenait énormément à ces candidatures. Et puis, il y a évidemment des hommes et des femmes politiques qui s'essayent au fait d'être écrivains. On vient d'en entendre une petite expression, il y en a beaucoup d'autres, et peut-être d'ailleurs beaucoup, on le dit, rêvent ou auraient rêvé d'être écrivains. Je le dis d'autant plus tranquillement que j'ai moi-même commis 2 livres qui n'avaient aucune prétention littéraire, je précise d'entrée de jeu, et c'est vrai que beaucoup d'hommes ou de femmes politiques écrivent des livres. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur leur qualité littéraire, politique, ni sur leur succès commercial. Je sais que souvent les journalistes, je crois, sont assez sévères, ou ça peut leur arriver d'être sévères, de porter un regard assez sévère sur les productions littéraires, ou en tout cas livresques, des hommes et des femmes politiques. De la même façon, peut-être que les écrivains sont assez sévères parfois sur les productions littéraires ou livresques des journalistes. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un célèbre écrivain qui disait « Oui, mais ça, c'est un livre de journaliste », ce qui n'était pas forcément très élogieux dans sa bouche. Moi, je trouve que c'est bien que les uns et les autres s'essayent à coucher sur le papier, soit leurs idées. Bonne façon d'essayer de le dire un peu plus clairement, cela reste, aussi leurs analyses. C'est vrai que c'est souvent, je l'ai remarqué pour les hommes et les femmes politiques, après des défaites. Peut-être parce qu'avant, il manquait de temps pour écrire, voire pour lire. Mais là aussi, c'est utile de revenir sur des événements politiques, des campagnes électorales, des périodes politiques que l'on a vécues et de les faire partager à d'autres, à des lecteurs, par le biais du livre. Dans un monde, dans une période que nous vivons qui est très marquée par une forme de dictature de l'immédiateté, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le vivre, y compris nous les acteurs politiques, qui parfois l'alimentons d'ailleurs, cette dictature de l'immédiateté, mais je crois que le livre offre une forme de respiration, une forme de recul, d'échappatoire même peut-être, qui est très utile, et donc on ne manquera jamais une occasion de saluer toutes celles et tous ceux qui contribuent, les éditeurs bien sûr, mais aussi les critiques, toutes celles et tous ceux qui font connaître les livres et qui invitent à lire pour prendre un petit peu de ce recul. Je voudrais dire un petit mot, sans m'aventurer bien sûr dans un quelconque exercice critique, ce serait bien présomptueux de ma part, sur les livres qui ont été primés et qui ont été présentés parce que je crois qu'ils sont une bonne illustration justement de cette idée de prendre un peu de la hauteur et de recul par rapport aux événements ou par rapport aussi parce que les événements peuvent être anciens, des périodes qui peuvent remonter à un certain temps, on l'a vu je pense avec le livre de Laurence Debray, mais aussi
par rapport peut-être à des théories un peu vite fabriquées ou des préjugés parfois ressassés par des commentateurs, mais aussi, il faut bien le dire, par les politiques eux-mêmes. Et je veux saluer le livre de Laurence Debray, je ne l'ai pas encore lu, et je souhaite le lire d'ailleurs. Je crois que c'est aussi ça le but des prix, c'est d'inviter à lire. Et je souhaite le lire parce que je dois dire que personnellement, je n'ai jamais compris, depuis toujours, quelle qu'ait été la période de ma vie, l'idolâtrie dont fait l'objet, encore aujourd'hui d'ailleurs, Che Guevara, où parfois il y a même eu une exposition, je ne sais pas si elle a encore lieu, à Paris, dans la ville de Paris, ou d'autres révolutionnaires considérés comme tels, ou guerrilleros, ou chefs d'État même, Fidel Castro par exemple, à Cuba. Et donc je trouve que c'est intéressant d'y revenir, de prendre le temps, avec en plus un éclairage personnel que nous avons bien compris. J'ai lu quelque part d'ailleurs que Laurence Debray racontait que dans son enfance, il était interdit à la maison de manger des cornflakes et de boire du Coca-Cola, pour des raisons que chacun comprend bien. Et je dois dire qu'ayant vécu moi-même cela dans mon enfance, cela me donne un motif supplémentaire de curiosité pour lire ce livre. Chez moi, on n'avait même pas le droit d'aller voir les films de Disney. Les temps ont changé et les parents devenus grands-parents, heureusement, ont fait évoluer leur doctrine. Sur le livre de Patrick Stefanini et Carole Barjon, ou Carole Barjon et Patrick Stefanini, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, je trouve que, là non plus je ne l'ai pas lu, mais je suis curieux de le lire. C'est intéressant de revenir là sur une période beaucoup plus récente et de raconter de l'intérieur. Vous n'avez pas à vous excuser d'ailleurs de le faire, Monsieur Stefanini, je ne sais pas qui vous le reprocherait, à moins que vous ayez dit à un moment donné que vous vous teniez au secret professionnel en quelque sorte, mais si tel n'était pas le cas, c'est un témoignage, y compris pour l'histoire, qui est sans doute très intéressant et qui, je l'imagine, est loin des légendes ou des histoires un peu, on va dire, écrites d'avance. Les légendes, moi j'avais entendu, ou lu plus exactement dans les articles, une légende à votre sujet, que, en effet, vous l'avez rappelé vous-même, donc je me permets de, sinon je ne me serais pas permis, d'y faire référence, que vous aviez toujours gagné toutes les campagnes électorales que vous aviez menées. Or, je me suis laissé dire que pour rentrer ici même à l'Assemblée nationale, cela n'avait pas été le cas, et peut-être c'était plus efficace pour d'autres que pour vous-même. Et pourtant, je dois vous dire que les anciens collègues députés qui vous ont eu comme adversaire vous ont trouvé très coriace, et très vindicatif, et très virulent, et donc très offensif. Donc ce n'était pas faute d'une grande motivation et d'un grand sens de l'ambition, et il n'est jamais trop tard pour réessayer, si vous le souhaitez. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir ici à un autre titre, et j'imagine et j'espère que votre livre, avec les questions de Carole Barjon, permet aussi de faire un sort à des préjugés, et notamment à cette vision un peu complotiste qu'on voit beaucoup se développer de la politique. Et on a vu encore récemment des reportages sur le thème de qui a assassiné, comme si c'était un assassinat politique, le candidat que vous souteniez au moins pendant un temps. Et puis un dernier mot, même si le livre n'a pas été primé, mais je crois qu'il était arrivé deuxième après celui de Laurence Debray, sur le livre de Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Je me permets ce petit détour, j'espère que le jury ne m'en voudra pas. D'abord pour saluer le fait que, alors je le dis parce que celui-là j'ai commencé à le lire, alors je peux en parler un peu plus, mais surtout parce que c'est assez original, je trouve, de voir deux journalistes qui ont plutôt écrit des biographies, assez variées d'ailleurs. Je vous invite à les lire si vous ne l'avez pas déjà fait, que ce soit sur François de Grossouvre, que ce soit sur Richard Descoings, Richie, ou que ce soit sur l'enfer de Matignon. Là, c'était plus sur les premiers ministres. Et pour ce qui est de Raphaël Baquet, et pour Ariane Chemin, d'avoir écrit aussi bien sur... alors vous deux, vous aviez déjà écrit un livre sur les Strauss-Kahn, et c'est vrai que passer des Strauss-Kahn à Trappes, c'est un cheminement original, et je trouve ça très bien. De la même façon que les autres livres, donc je le disais, permettent de peut-être faire un retour, prendre du recul et de la hauteur. J'imagine, en tout cas de ce que j'en ai lu déjà,
que votre livre permet de regarder une réalité en face, de la regarder en face, parce que si on ne regarde pas les réalités en face en politique, c'est une très mauvaise chose, et en même temps de la regarder avec sa genèse, ses nuances, et pas des caricatures toutes faites à l'avance. Je parlais au début de mon propos de la bibliothèque de l'Assemblée, et notre Assemblée, je finirai là-dessus, doit cette bibliothèque au conventionnel Armand Gaston Camus, qui avait eu l'idée de centraliser des livres laissés par les émigrés au moment de la Révolution française pour doter la représentation nationale d'une solide documentation. Déjà, cette ambition très bonne, et les députés ont besoin de livres pour se nourrir. Mais il fut aussi l'un de mes prédécesseurs, puisqu'il a été élu en 1796 président du Conseil des 500. Peut-être qu'on le rebaptise Conseil des 400 bientôt. Et quand on voulut le nommer ministre des Finances, il refusa cette fonction au motif que cela l'aurait éloigné de sa chère bibliothèque parlementaire, de ses livres. Et je finis donc ce propos sur cette leçon politique que chacun méditera à sa façon. Merci. François de Rugy, alors encore bravo aux lauréats, à tous les auteurs sélectionnés. Un très grand merci aux députés, aux journalistes qui ont consacré un peu de leur précieux temps à ce bel événement. Merci à Luce Perrault qui me rejoint. Alors, la 27e journée du livre politique est loin d'être terminée, n'est-ce pas, hein? Les débats, les remises de prix reprennent dès 14 h avec, je crois, un hommage qui sera rendu par Jean-Marie Rouard de l'Académie française à celui qui avait remporté le prix des députés ici il y a 2 ans, l'éternel Jean d'Ormesson. Absolument. Et puis, pour vous faire patienter, vous pouvez retrouver les livres de tous nos auteurs à la librairie qui est ouverte là, un peu plus loin dans le couloir. Bon après-midi, bonne journée. Juste avant voilà, vous avez suivi en direct la cérémonie de remise des prix du livre politique. Avec nous, la lauréate, elle a gagné 2 prix, celui des députés et le prix du livre politique. Un mot, Laurence Debré, vous étiez assez surprise, assez émue. Ah oui, tout à fait, j'ai été prise de surprise et c'est pour moi un immense honneur et j'étais émue d'ailleurs, donc j'ai eu du mal à en parler et à remercier les membres du jury. Une grande fierté de défendre ce livre, c'est une histoire de famille ce livre finalement. C'est une histoire de famille, c'est surtout une histoire d'un engagement sur plusieurs générations, un engagement politique. Eh bien, lisez-le, c'est ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs. Votre livre, Fille de révolutionnaire aux éditions Stock. Voilà, la journée du livre politique, ça continue bien sûr toute la journée ici à l'Assemblée nationale. Vous pouvez venir, c'est ouvert au public, il y a des dédicaces, encore de nombreux prix, des rencontres avec des auteurs. Nous vous souhaitons une très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires, évidemment.